Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. On va y arriver, c'est la fin de semaine, on est tous fatigués. Donc, vidéo, comme d'habitude, comme chaque week-end, on fait l'analyse ensemble des indices, des matières premières, et puis derrière, des actions, opportunités. Alors j'en ai encore quelques-unes, même si c'est compliqué, on fait les fonds de tiroir un petit peu, puisqu'évidemment là, on sent bien la spéculation. Alors je ne sais pas si c'est confinement, etc., il y a plus de PP ou pas. Bref, chacun peut avoir son idée là-dessus. L'idée, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un CAC qui fait quasiment rien et donc les grosses caps qui font quasiment rien non plus, eh ben, en règle générale, on va aller chercher justement de la spéculation et les volumes vont se reporter sur les petites caps. C'était déjà le cas la semaine dernière, ça avait été déjà le cas avec les valeurs Corona essentiellement, mais là en plus, en fait, on rajoute l'effet com, c'est-à-dire que toutes les valeurs maintenant sont en train également de communiquer en mettant coronavirus ou Covid-19 dans leur communiqué et puis ça explose, bien entendu. C'est irrationnel, c'est spéculatif et ça amène toutes ces valeurs-là à des valorisations, même si elles vendent tous les tests qu'elles veulent ou tous les masques qu'elles veulent, évidemment, elles n'auront jamais cette valorisation-là, en tout cas sur leur bilan. Donc, l'idée, bien entendu, c'est d'être prudent, c'est de profiter de cette spéculation, oui. On peut en profiter, mais il faut le faire avec parcimonie, il faut savoir ce qu'on fait, il faut faire attention à ses tailles de position, il faut faire attention à sa gestion du risque, il ne faut pas hésiter à prendre une partie des profits puisque ça évolue énormément. On a vu encore Terradiag aujourd'hui, je veux dire 73% sur la journée, alors que déjà vous aviez une grosse tendance haussière. Donc toutes ces tendances-là, c'était des grosses tendances haussières, mises en congestion, et puis paf, derrière vous secouez la bouteille de champagne, vous faites péter le bouchon et évidemment, ça vous fait un trou dans le mur. Donc là, l'idée derrière, c'est de se dire, très bien, il y a de la spéculation, il y en aura certainement encore la semaine prochaine, mais il va falloir aviser. On l'a vu, vous avez eu déjà, entre guillemets, pour les plus débutants d'entre vous, le secouage de cocotier. Vous avez eu le secouage de cocotier cette semaine sur les Novacides, Biocinex, Chargeur, j'en oublie, il y a un Eurobioscientifique, etc. Donc vous avez eu le secouage de cocotier, moins 30, moins 50%. Donc ça déjà, voilà, c'est quoi? C'est une baisse, c'est une correction au prorata de la hausse. C'était des actions qui avaient doublé, voire triplé, quadruplé en l'espace de quelques semaines. Donc derrière, le marché, il souffle. Cette première correction, comme je vous l'explique souvent, c'est vu comme une opportunité. C'est vu comme une opportunité par la personne qui a loupé le train et donc qui se dit, bah, chouette, c'est en train de revenir à un niveau, donc je me remets acheteur. C'est vu comme une opportunité par la personne qui avait pris le train mais qui avait vendu trop tôt, par exemple, qui se dit, ah, j'avais vendu trop tôt, ah, j'y retourne et du coup je vais pouvoir me refaire. C'est vu également comme une opportunité par la personne qui avait complètement loupé le train et qui se dit, bah, cette fois-ci je ne louperai pas le second, j'y vais, coûte que coûte. Et c'est vu comme une opportunité par la personne qui avait acheté, mais acheté trop haut, et qui est rentré un petit peu trop tard dans le train, et qui du coup est déjà en train de se prendre un moins 20, moins 30, moins 40, et qui va moyenner à la baisse. Donc ça vous fait tout un tas de gens qui sont intéressés, et c'est ce qui permet derrière à un moment donné de trouver un soutien, et de créer, en fait, une fois que vous avez ce correction, elle est toujours achetée, celle-ci, et de créer le rebond. Donc c'était éventuellement ce qu'on pouvait jouer, mais toujours est-il, ça reste de la spéculation. Et là, le but du jeu, c'est qu'il y a tous les frustrés, justement, qui se disent « Ouais, je suis sorti trop tôt, etc. » Il faut bien vous rappeler qu'on est dans une situation très exceptionnelle, très spéculative, et qu'on ne sort jamais au plus haut. Donc on met en place ses plans, on suit ses plans, et on sort et on prend ses profits, on se tape sur l'épaule parce qu'on a pris des profits, des jolis profits, et on fait un bon mois alors que c'est la crise, que c'est la fin du monde et qu'on va tous mourir. Donc vraiment, voilà, il faut en profiter. Ça ne durera pas, certainement ça ne durera pas, c'est toujours la même chose. Et derrière, ça mettra, je veux dire, plus les hausses sont fortes, mis à part cette première correction et derrière le rebond que vous avez, après, c'est des choses où ça peut faire du zigzag, ça peut construire pendant des semaines, des mois. Donc là aussi, il y aura peut-être une phase d'attente. Toujours est-il que du coup, sur les marchés, on n'a trop rien fait cette semaine, on a fait du zigzag, donc on a surtout beaucoup parlé pour rien dire, à savoir, ouais, les marchés sont trop hauts, c'est n'importe quoi, c'est la crise, les sociétés vont faire du moins 30% en profit, on ne va pas pouvoir faire une reprise en V, c'est clair et net que c'est pas fini. Très bien, oui, les marchés font ce qu'ils font. Que ce soit irrationnel ou rationnel, on s'en fout.
nous, on suit derrière la tendance. Et derrière, l'idée, c'est de se dire, pareil, beaucoup ont anticipé cette semaine, beaucoup ont anticipé que ça va rechuter. Oui, très bien, en effet, on peut le penser et on peut être prudent, et c'est mon avis également d'être très prudent actuellement. Mais les niveaux techniques sont respectés, donc il faut attendre tout simplement que le marché digère, prenne en compte, décide d'arrêter de voir le monde en rose et commence à prendre en compte les mauvaises nouvelles, commence à perdre espoir que la Fed sauvera, qu'à partir du moment où il y aura d'une mauvaise nouvelle, la Fed remettra un chèque sur la table. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on va dégrader l'espoir et donc on va dégrader la tendance. Et ça, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand, je vous l'ai toujours expliqué, quand vous avez une tendance, elle ne passe pas, elle ne s'inverse pas du jour au lendemain, sauf gros cataclysme, météore qui nous tombe sur le coin de la tronche. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, ça ne se transforme pas du jour au lendemain. Donc une tendance va va se consolider et va se neutraliser. Et ensuite, quand on casse cette neutralisation par le haut ou par le bas, on déclare une nouvelle tendance. Et donc ce qu'on fait actuellement sur les indices, c'est une neutralisation. Donc quand on a cette neutralisation, c'est vrai que les petites capes en profitent en règle générale et les grosses capes beaucoup moins. Même si on a vu quand même de bons rebonds, de belles hausses sur les grosses capes, mais c'est plus sporadique, hein, c'est plus typique sur quelques valeurs. Donc voilà, et l'idée maintenant c'est d'attendre la fin de cette neutralisation et de savoir ça casse par le haut ou ça casse par le bas. Et c'est ça qui va nous indiquer la suite à privilégier, donc toujours en essayant d'anticiper le moins possible. L'idée, c'est toujours la même, on évite de jouer aux devinettes et de se croire plus intelligent que le marché, à penser ce que le marché fera pour la prochaine fois. On peut avoir des hypothèses, mais derrière, c'est le marché qui décide et le marché peut très bien décider s'il veut de latéraliser encore pendant 2 semaines. Et puis voilà. Donc, et le timing, c'est toujours essentiel, on ne cessera jamais de le répéter assez. On va commencer par le Nasdaq ce soir. Voilà, l'idée sur le Nasdaq, bien entendu, c'est de se dire, ok, là, on a trouvé un point haut, derrière, on a corrigé pour le pétrole. Quand on parlera du pétrole, je reviendrai sur l'histoire du pétrole aussi, parce que là aussi, enfin, les marchés sont ce qu'ils sont. Ils sont irrationnels la majorité du temps, oui, mais c'est une loi universelle. Mais derrière, il faut quand même dire qu'actuellement, les gourous, les spécialistes, les experts, les journalistes, tout ce que vous voulez, tout le monde rajoute énormément de bruit sur le marché, en sachant bien évidemment toujours ce qui se passe, etc., mais en vous vendant des fausses vérités. Donc, j'ai fait une première vidéo, je pense qu'il en faudra d'autres, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. Voilà, l'idée c'est toujours pareil, c'est de ne pas se dire qu'on connaît l'avenir à l'avance, c'est de procéder par scénario, de procéder par hypothèse et d'essayer à chaque fois de remettre l'église au centre du village. En tant qu'investisseur, hein, notre but, hein, c'est pas de ne pas avoir une partie justement on va dire opportuniste ou pessimiste, optimiste. Et donc justement, c'est de se dire, voilà, on est dans la capacité de pouvoir juste être réaliste et donc de suivre objectivement ce que le marché est en train de nous indiquer. Et le marché, voilà, il est en train de digérer l'information. Et là, ce que le marché est en train de nous dire, c'est qu'il est en train de digérer la hausse qu'il a mise en place. Donc on voit ici, quand le marché commence à faire des zigzags, il est en train de construire sa zone de neutralisation. Cette zone de neutralisation, elle est large. Hein, vous voyez, vous êtes entre 8360 points et 8870 points. Et là, on est en quelque sorte sur la médiane. Et ce que l'on constate là, alors qu'on est tous un petit peu fragiles, prudents, en train de se dire « Ouh là là, ça ne peut que baisser, ça va rebaisser, il faut faire attention, etc. » c'est que le Nasdaq, lui, il est en train de tenir ses 8500, 8600 points. Alors on peut se dire que les GAFAM ont les résultats la semaine prochaine et que potentiellement le marché est trop optimiste sur ces résultats-là. On peut se dire que justement les GAFAM, toutes les valeurs techno, etc., c'est ce qui soutient le Nasdaq par rapport à d'autres indices. Mais bon, et de par leur pondération dans l'indice également, parce que c'est moins impacté, etc. On peut se dire beaucoup de choses. On peut se dire également que tout simplement, il y a beaucoup de cash partout. Et qu'est-ce qu'on va acheter quand on a beaucoup de cash? On va acheter des grosses capes. Et on va acheter quoi? On va acheter en règle générale ce qui a bien fonctionné les années précédentes, c'est l'effet momentum.
Pourquoi? Parce que en tant que gérant, etc., vous ne ferez jamais virer parce que vous avez acheté du Google et que ça s'est cassé la figure, ou du Amazon et que ça s'est pris 30%. Par contre, vous allez vous faire virer parce que vous avez décidé de jouer un rebond technique sur l'action qui a perdu à 50% actuellement et que vous essayez justement de battre le marché en allant chercher des valorisations attractives, etc. Et puis, paf, manque de bol, ça rebondit pas, etc. Donc du coup, on a, on a des trades et donc des actions qui ont cet effet momentum. Et donc le même effet que je voulais expliquer par de la spéculation, c'est-à-dire que Amazon, ça a super bien marché toutes les précédentes années, biais cognitif. Le but, c'est que dès que ça baisse un petit peu, on se dit, bah tiens, c'est une opportunité, j'achète. Et donc on a beaucoup de liquidités qui vont se déverser sur les mêmes actions. Et a fortiori, hein, c'est les actions du GAFAM. Donc du coup, les actions américaines en ont encore profité plus que le reste. Et surtout, on voit les valeurs techno, parce que sur le Nasdaq, et notamment et également sur S&P, les pondérations sont quand même assez importantes au niveau de l'ensemble de la techno. Ce qui n'est pas le cas sur le CAC 40, où on a beaucoup de bancaires, beaucoup d'automobiles, du luxe également qui a plus ou moins souffert, mais également on voit le luxe, hein, LVMH, L'Oréal, c'est des valeurs qui ont quand même beaucoup mieux rebondi que le reste et qui ont su également conserver. Bien qu'on va regarder, ça se dégrade un petit peu quand même. Donc l'idée, elle est là, elle est de se dire, il n'y a pas un marché, mais il y a plusieurs marchés. C'est un petit peu comme l'immobilier. C'est de se dire, voilà, il faut rentrer un petit peu dans le détail de certains indices parfois et se rendre compte en fait que si on regarde et on split les indices, eh ben, vous avez 80% des valeurs qui font exactement ce que l'Europe fait. Parce que souvent on dit, ouais, mais regarde l'Europe, c'est beaucoup moins remonté que les US. Et en fait, si vous regardez 80% des valeurs américaines, elles ont fait exactement le rebond qu'a fait l'Europe, à peu près 25-30%. Par contre, les 20% restants, qui sont les plus grosses pondérations, parce qu'elles ont cet effet momentum, parce qu'elles ont justement ce biais cognitif de dire, voilà, ça a bien marché ces différentes années, donc c'est là-dessus que je suppondère. J'ai du cash, hop, je re-rentre là-dessus directement. Et donc du coup, ça crée de toute façon des valeurs et des trades qui sont très populaires derrière, et un petit peu trop de monde dessus. Donc en règle générale, après on verra comment ça sortira, mais en règle générale, quand ces valeurs-là se retireront, c'est là où il faudra se méfier, parce que ben, la porte de sortie, on n'a pas agrandi, et on a de plus en plus de personnes dans la salle de cinéma. Donc là aussi, à un moment donné, les valeurs très aimées, alors je ne dis pas que les GAFAM vont s'effondrer, hein, bien entendu, il y a du business, etc. Il y a des fondamentaux, il y a beaucoup de choses derrière, mais l'idée c'est pour vous faire comprendre ce qui peut se mettre en place également, c'est que toutes ces valeurs momentum, à un moment donné ou à un autre, elles perdent justement au fur et à mesure cet effet-là. C'est les grandes valeurs, hein, et vous pouvez regarder les grandes valeurs d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, je veux dire tout ça, ça évolue également. Parce que le monde évolue, le monde change et c'est normal. Également, vous avez des disruptions de marché. Donc là, l'idée, c'est que pour l'instant, le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, moi, je tiens mon support. 8600 points, 8550, reprendre la marge. Tant qu'on est au-dessus, éventuellement, moi, Nasdaq, je peux décider d'aller retenter mon oblique baissière ici, aux alentours des 8830 points. Et si ça se trouve, si j'ai envie, je peux créer une euphorie. Pour quelle raison? Pour quel catalyseur? J'en sais rien, je ne cherche pas à le deviner. Le marché trouvera, les journalistes trouveront toujours une explication rationnelle à vous donner de pourquoi c'est monté, pourquoi ça a baissé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, le marché, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, ok, je suis potentiellement en train de construire ma zone de neutralisation. Cette zone de neutralisation est très large et surtout, je peux encore la casser par le haut, tout comme je peux la casser par le bas, mais je n'ai pas de signal aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de se dire, ici, là, c'est une grosse zone d'ombre, une grosse zone grise, où c'est de la construction, c'est de la neutralisation. Ça casse par le haut, on part en euphorie. Ça casse par le bas, on annule, enfin, on retourne et on change la tendance. C'est-à-dire là, poussée haussière, phase de neutralisation, cassure par le haut, nouvelle poussée haussière, cassure par le bas, poussée baissière. Seconde jambe de baisse, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, et ça sera à ce moment-là le moment de dire ben, le mouvement de rebond que nous avons connu maintenant depuis mi-mars est terminé. Mais avant ça, vous avez besoin d'une phase de neutralisation et de casser cette phase de neutralisation pour réellement donner le signal. Et ça vous donne le timing, parce que voilà, si vous commencez déjà à shorter le marché, etc., ben, potentiellement, si vous prenez des tailles de position trop importantes, alors ouais, vous avez pas mal de mouvements. Ça, c'est pour les traders très court terme. Et pour ceux qui veulent conserver un petit peu les positions, etc., là, vous vous faites balloter de droite à gauche. Et qu'est-ce qui se passe en règle générale comme ça?
eh ben, vous pensez le marché est irrationnel, le marché fait n'importe quoi, le marché a tort, j'ai raison, et évidemment, vous allez surdimensionner vos positions, etc., accumuler, etc. Et si jamais vous avez raison, mais que dans 2 mois, et qu'entre-temps, le marché a voulu faire un pic à 9000 points juste pour se faire plaisir et vous pousser à sortir de vos positions avec une grosse moins-value, eh bien il peut. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire chaque chose en son temps. Il y a plein de raisons pour dire que le marché est trop haut, a fait son gros rebond et devrait rebaisser. Il y a plein de raisons. On peut trouver des arguments comme vous voulez, mais ce ne sont pas les bonnes raisons. Les bonnes raisons, elles sont à retrouver sur le graphique. Et actuellement, nous ne les avons pas. Alors peut-être qu'on terminera, d'ici que je finisse ma vidéo, par faire une mèche haute, et puis clôturer en dessous, il va arriver en dessous des 8006, 8550 points. Et à ce moment-là, on aura un premier signal en effet de dire, ah, la faiblesse qu'on a mise en place là le mardi à cause du pétrole, on va y revenir ça aussi, elle est validée. Et pour l'instant, nous n'avons pas ce signal-là. Et donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation, mais où les acheteurs ont encore la main. Voilà, bien sûr, l'horizon dans lequel je vous parle, c'est un horizon court terme. Je ne suis pas en train de vous dire le marché est haussier, à long terme, c'est bon, re-rentrer dessus, etc. Non, éventuellement, on est juste en train de faire un gros rebond, un gros rebond dans une tendance qui reste dégradée. Je veux dire, tant qu'on ne refermera pas ce gap-là, on reste dégradé et on a toujours cette belle oblique baissière ici. Donc, l'idée, voilà, c'est de toute façon, position long terme, j'en prends aucune, c'est vraiment du court terme actuellement. Et cette semaine, j'ai quasiment rien fait. Moi aussi, je suis en neutralisation. Ça permet de se reposer au moins. Donc là, du coup, allez, le CAC 40, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pareil. Donc le CAC 40, c'est la même chose. J'ai commencé par le Nasdaq parce que le Nasdaq est beaucoup plus émotif, parce qu'on voit en effet cette énorme hausse limite en V. Quand on regarde le CAC 40, du coup, on est un peu plus sceptique. C'est-à-dire que quand on regarde le CAC 40, on se dit beaucoup plus facilement, ouais, ce rebond-là, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à la baisse, et il y a fort à parier que c'est un rebond qui ne va pas durer et qui va casser par le bas et nous lancer la seconde jambe baissière. Potentiellement, oui. Donc c'est pour ça, mais que j'ai dit, on regarde quand même le Nasdaq parce qu'il faut quand même également être préparé à tous les scénarios possibles. Je vous ai tracé une oblique ici, à mon avis c'est celle-ci qui est probante. Celle-ci, bon, on verra si le marché la trouve probante, mais en gros c'est la zone. C'est 4300, enfin j'ai 4270, 4220. Ça c'est la zone de gap pour moi et pivot. Si on casse ici les 4360, 70 qui ont bien tenu aujourd'hui, si on les casse par le bas, il y a fort à parier qu'on va revenir tester ce gap-là. Et si on referme ce gap-là, et bien là, on commence à parler, le rebond est terminé, cette phase de neutralisation, puisque nous, le rebond, il a été fait ici, et en fait, ce qu'on fait maintenant depuis un mois, à peu près quasiment un mois, c'est déjà cette phase de neutralisation. Donc du coup, forcément, on peut se dire, avec un Nasdaq aussi haut, ça va être compliqué, nous, d'aller chercher beaucoup plus haut. Mais voilà, ça aussi, il faut éviter de trop deviner. Donc, triangle symétrique ici, de court terme. Si on le casse par le haut, on n'a pas réussi. Ça fait 2 séances où on avait fait ouverture en gap baissier. Derrière, on remonte dans la soirée grâce notamment aux Américains. Mais on ne referme pas le gap qu'on a ouvert le matin. Donc, c'est quand même pour moi un signe de faiblesse, un signe de dégradation. Et donc, tant qu'on ne réussira pas à redéborder cette zone des 4470, 4500 points, en refermant les gaps, ça sera très compliqué de pouvoir valider, mettre en place ce scénario haussier, mais il est toujours probable. Tant qu'on ne casse pas les 4370 par le bas. Si on casse les 4370 par le bas, on va commencer à dégrader, et à valider la dégradation plutôt, et donc du coup on va ouvrir la voie à 4320, 4330, 4300, il y a des supports un petit peu partout, mais surtout pour moi là le gros pivot sera sur 4270, 4220. Derrière on aura potentiellement un rebond technique qui nous fera éventuellement un pullback sur ancien support qui devient résistance, et là on commencera à se dire, on verra où sont les marchés américains, on commencera à se dire, là méfiance, on commence déjà à se dire prudence, mais on continue à suivre la tendance et à faire des achats. Par contre, si on casse par le bas ici, il sera temps non seulement à être prudent, mais aussi revenir à des positions bien cash en attendant de voir la suite. Puisque le pire n'est jamais certain, parce que vous pouvez être sûr que dès qu'on va casser cette zone ici, et voir refermer ce gap-là, tout
tout de suite, il y a des gens qui vont vous parler de 3500, 3400 points, deuxième jambe baissière, c'est parti, etc. Voilà. Moi, je procède étape par étape. On peut en effet avoir ces scénarios-là, après se taper sur la poitrine en se disant, vous voyez, j'avais raison. Mais ça rapporte rien et surtout ça vous met en danger puisque vous avez des certitudes sur un plan établi. L'idée, voilà, c'est qu'on procède étape par étape. Donc pour moi, on est dans une première étape de neutralisation, on attend de savoir par où ça sort. Ça sort par le bas, on devient très prudent sur la suite et on attend de voir où vont chercher, qu'est-ce qu'on va chercher au niveau des acheteurs et derrière comment on rebondit, avec quelle force on rebondit. On rebond faible, on short, on ne peut pas shorter, mais on short, enfin on peut trouver d'autres manières. Mais voilà. Ou sinon, pour moi, c'est toujours pareil. J'arrête de parler et on continue la suite. Allez, on attaque donc au niveau de notre copain, le Brent. C'est dit beaucoup de choses sur le Brent cette semaine. Alors déjà, alors c'est pas sur le Brent, c'est sur le WTI. Déjà, je me focalise sur le Brent toutes les semaines. Il y a une raison à ça, c'est que le Brent, c'est un pétrole international. Okay, c'est la référence. Le WTI, c'est le pétrole américain. Donc le WTI, je veux dire, pour le suivre, ça va vous intéresser uniquement voilà, si vous êtes très focalisé sur éventuellement des actions typiques pétrole américain, etc., qui vont être dépendantes, etc. Donc bien évidemment, la tendance est baissière du pétrole indéniablement depuis très longtemps, mais là, on est parti en capitulation. Puis derrière, il y a eu cet effet où tout le monde a dit le pétrole est négatif, on vous paye pour acheter le pétrole. Alors déjà, c'était le WTI. Et pourquoi? C'est le pétrole américain. Et quelque part, ce n'est qu'une conséquence de ce dont on s'est déjà parlé depuis 1 mois et demi, c'est-à-dire l'entente entre l'Arabie Saoudite et Poutine, justement, pour mettre la pression sur le pétrole de schiste. Donc derrière, pour augmenter la production, à cause du coronavirus, la demande est limitée, et donc du coup, vous avez un problème de stockage. Donc, qu'est-ce qui se passe évidemment et les traders qui ont perdu des millions, je ne veux pas être méchant, mais quand même attendre parmi les derniers jours pour vendre votre contrat futur et faire son rollover sur le prochain contrat, c'était quand même très dangereux, sachant que, bien entendu, vous êtes dans une situation où vous avez du pétrole, vous avez besoin de le vendre et vous ne pouvez pas le stocker. Donc forcément, vous êtes prêt à tout, même à payer les gens pour le prendre. Donc voilà, et ça aussi, les gens ont fait l'erreur à se focaliser uniquement sur les derniers jours de l'échéance du contrat de mai. Or, on passe déjà, on fait le rollover et on passe déjà sur le contrat de juin. Hein, et donc, vous avez des contrats comme ça. Et quand on analyse, et quand j'analyse le Brent, vous voyez, moi je suis déjà passé sur juin, je suis déjà passé depuis une semaine et demie sur le contrat de juin déjà. Parce que attendre les derniers jours, surtout actuellement, avec les tensions qu'il y a et le fait que les stockages sont pleins, et je veux dire, on s'en est parlé déjà depuis 3 ou 4 semaines, et c'est pour ça que je vous avais également parlé de Oronav pour jouer cet effet tanker, cet effet stockage dans les tankers, etc. Donc, bon, j'ai été surpris finalement que les gens soient surpris, mais c'est comme ça. Donc l'idée, voilà, c'est faites attention, comprenez bien aussi les contrats futurs. Hein, le but des contrats futurs, ça avait été fait à la base pour les matières premières agricoles. Hein, c'était justement pour dérisquer un petit peu, pour pouvoir acheter et vendre dans un futur à un prix donné. Et donc créer finalement une couverture de cette manière-là, parce que évidemment l'avenir est incertain et on ne sait pas la récolte, le truc, le machin, la pluie, pas la pluie, tout ce qui peut se passer entre-temps. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc le Brent, évidemment, il s'est pris une moins lourde cartouche, bien qu'il s'en soit pris une. Donc là, on parle bien entendu tendance baissière. C'est un simple rebond technique pour l'instant qui est en train de se mettre en place. Il n'y a vraiment rien de plus à se mettre sous la dent. Hein. C'est vraiment même pas une figure, etc. Alors il y a des choses sur des unités de temps inférieures. Mais là, dans cette vidéo publique, grand public, hein, je me focalise surtout à vous parler. Voilà, on reste sur le journalier, donc on est plutôt moyen terme, on va dire, si je définis le moyen terme entre des positions de quelques semaines, entre guillemets. Donc là, pour moi, pétrole, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'on a méché, on a capitulé, on a méché, et donc on a validé quelque part une zone support, tampon entre les 16 $ et les 19 $. Donc éventuellement qu'on construira une fin d'hémorragie, mais c'est vraiment une hypothèse à ce stade-là. Il va falloir le valider petit à petit. Hein.
Alors du coup, j'ai beaucoup de personnes également qui m'ont contacté, qui ont vu le pétrole se scratcher et qui m'ont dit oh, Julien, vite, c'est l'opportunité d'une vie, encore une fois. Dès que ça baisse, tout le monde croit que c'est une opportunité d'une vie. Je vais acheter, etc. Je vais acheter du pétrole. Vous vous mettez contre-tendance, ce n'est pas du moindre risque, et vous croyez acheter bas, mais vous achetez une tendance baissière qui potentiellement peut aller encore plus bas. Vous achetez tout simplement des ennuis futurs. Ce qu'il faut en bourse, hein, c'est se mettre dans la tendance prédominante. Alors après, quand on a un peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience, on va chercher dans une unité de temps inférieure, on trade un peu plus court terme, etc. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour la majorité des personnes qui m'ont contacté, 95% des profils, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas cette expérience-là et qui sont plutôt en mode je vais acheter, je vais investir pour le long terme. C'est comme quand Total valait 20 euros, etc. C'est toujours pareil. L'idée, c'est la même chose. L'idée, c'est de se dire, bon, il faut faire du moins de risque. Si vous voulez réduire le risque, c'est le cas de le dire, il faut partir sur du moins de risque et aller déjà dans des tendances qui sont éprouvées, qui sont construites, qui sont maturées. C'est ce que j'essaye de vous présenter. Alors, bien sûr, des fois on anticipe, etc. Mais il ne faut pas le faire avec des positions pleines. Voilà, donc il faut savoir également ce qu'on achète et ce n'est pas parce que quelque chose est tombé très bas que c'est forcément une opportunité d'achat. Voilà, ce rappel étant fait, on va accélérer parce que sinon je parle et on n'avance pas. Donc du coup, l'or, dans la petite histoire, il continue d'être en tendance haussière. Il est venu faire son pullback ici, vous voyez, retour sur ancienne oblique résistance qui devient support. Donc cette zone-là des 1660 $ devient support pour la suite. On voit qu'on bloque un peu sur les 1740 $. C'est pas méchant pour la suite, mais voilà, en gros, on est entre 1660 et 1740. On est haussier. Si on casse les 1660, on commencera à parler d'une consolidation, sans remettre en cause la tendance haussière de fond. Si on casse ici les plus hauts 1740 $, on va continuer d'aller chercher un petit peu plus haut. Et je pense, on peut venir chercher, allez, 1780 $, 1790 $. Et je pense que ça sera le top. Voilà, je prends des risques en disant ça, on verra. Pas de supposition de ma part, pas de prémonition non plus. Mais voilà un petit peu l'idée. Sinon, 1660 $, au-dessus, on reste haussier positif. En dessous, consolidation à entrevoir. Au niveau du silver, je pensais que j'avais fait le nettoyage la dernière fois. Je n'avais pas dû sauvegarder sur cet espace de travail-là. Mais voilà, l'idée, c'est un petit peu la même. Hein. Hop, voilà. Donc, congestion, tendance haussière, c'est comme sur les indices, comme sur Nasdaq. Hein. Donc, la purge, le gros rebond au prorata de la baisse, l'élastique. Hein. Et je vous rappelle que l'élastique, hein, c'est toujours ce qu'il faut se rappeler. Quand vous tirez fort 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 sur l'élastique et que vous lâchez, il ne revient pas à zéro, hein, il ne revient pas à l'endroit où vous avez commencé à le tirer. Il revient au-dessus et après il rebaisse et il fait la sinusoïdale derrière avec les vibrations. Ben, là, pensez à l'élastique, ce que fait le marché. On l'a tiré, paf, on revient ici, hop, on fait la sinusoïdale et on va voir ce qu'on va construire dans la neutralisation ici. On casse par le haut, on redevient positif sur l'argent et puis potentiellement un rattrapage des minières argent sur les minières or, etc. A contrario, tant qu'on n'arrive pas à passer, et si on casse par le bas, eh ben, on passera vers une deuxième jambe baissière. Et donc là, bien entendu, on continuera à privilégier plus les minières or que les minières argent, dans l'idée. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le cuivre. Alors là, le cuivre, je suis toujours en contrat mais bon, l'idée, c'est la même, c'est qu'on est en train, on le voit, on a fait une grosse mèche ici, mais on a tenu. Donc on voit qu'il y a quand même des acheteurs, on voit que ça tient, on voit que c'est une tendance baissière de long terme, hein, clairement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais à court terme, il y en a certains qui ont envie de positiver encore. Donc on les laisse se faire, pour l'instant, ça recasse par le bas, on redevient très prudent, on arrive à casser par le haut, on va neutraliser ici la tendance. On verra comment ça construit. Bref, j'ai pas plus à vous dire là-dessus, on va attaquer directement les actions, hop, les actions de cette semaine. Alors, il y en a beaucoup, on en avait déjà parlé, donc je vais passer très rapidement. Au niveau de ces RSI, cette oblique-là, elle a prouvé qu'elle n'était pas terrible, donc on va plutôt le jouer comme ça, à se dire on arrive en bout, ça casse par le bas, scénario caduc, ça casse par le haut, on a une poussée à jouer sur 2 CRSI avec, pourquoi pas, cette zone de 70, de 80 à jouer. Faire attention, évidemment, si le marché commence à se casser la figure et à casser les supports que je vous ai indiqués par le bas,
il y a beaucoup de ces valeurs-là qui vont échouer dans leur cassure de figure. Et les petites capes là, qui ont complètement explosé, qui risquent en effet au prorata de leur hausse de beaucoup souffler également. Donc faites bien attention, voilà, de bien gérer votre risque là, ça devient très important maintenant. Airbus, toujours rien à se mettre sur la dent sur Airbus. On a tenté un petit quelque chose hier, c'est pas passé. Confirmé aujourd'hui, hein, et donc pour moi, on continue de travailler la zone. On casse ici par le bas, on continuera de patienter sur Airbus. Ce qui nous intéresse réellement, c'est le jour où Airbus passe au-dessus des 55 euros. Là, éventuellement, on aura quelque chose à jouer. Pour l'instant, pas grand-chose, continue de l'observer, mais il n'y a pas grand-chose à se faire. AK Technologies, il y a un rebond qui est en train de se mettre en place, on voit. On est en train d'effectuer le break. Il y a pas mal de valeurs comme ça qui sont voyageurs du monde, etc. Pierre et vacances aussi. Il y a pas mal de valeurs comme ça qui sont très liées au coronavirus. Groupe Partouche aussi. Voilà, Lizzy, etc. Bon, il y en a pas mal. SES, SESL également, qui sont à peu près dans les mêmes configurations, donc très impactés, et qui sont en train de commencer le rebond que maintenant, quelque part. Alors ça reste du rebond technique, hein, ça ne sera pas une biotech, hein, ça ne va pas faire 30% en 2 jours, mais voilà, l'idée c'est éventuellement, si on veut accompagner, on a des bons signaux, on a des bons repères, ça casse par le bas, ça recasse par le bas, scénario caduc. Attention au plata, spéculation, mais bon, je suis obligé de vous la montrer parce que même si en effet il y a des dossiers qui sont parfois pas exceptionnels avec des OCA, des trucs, des machins, des AK à répétition, là on va s'attarder sur le graphique et graphiquement parlant, il y a là aussi une congestion. Donc je ne vous le montre pas pour dire acheter du haut plata, c'est pas ça l'idée, hein. C'est pas du tout du conseil. C'est de vous dire, voilà, pédagogiquement, c'est le genre de configuration qui devient intéressante avec des congestions-compressions. Après, c'est pour que vous retrouviez cette figure-là sur d'autres valeurs éventuellement, et c'est ça qui devient intéressant. Bien entendu, ce qu'on attend réellement, c'est la cassure par le haut, et avec des volumes. Et donc du coup, ça permettra de revenir chercher ici les plus hauts qu'on avait connus fin février, donc aux alentours des 30 centimes d'euros. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon duel, là aussi on a tenté, on voit qu'on est en train d'échouer. Donc il faudra patienter un petit peu, mais on est en train de construire sur bon duel. Ça casse par le bas ici, c'est scénario à remettre à plus tard. Par contre, la congestion ici peut devenir assez intéressante. Maintenant, on voit qu'il y a quand même beaucoup de résistance au-dessus de la tête. Donc le ratio gain-risque n'est pas encore super intéressant. Je la laisserai maturer encore un petit peu, mais elle mérite d'être dans le suivi. Au niveau de CGG, c'est un petit peu pareil. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, ça continue de congestionner dans cette grande figure-là, et on fait un coup en haut, un coup en bas. Bref, vous voyez, on est en train de neutraliser la tendance là aussi. Donc déjà, ça serait pas mal. J'ai pris une première position aujourd'hui, mais c'était vraiment juste en mode première position. L'idée, voilà, c'est s'il y a cassure ici des 1 euro, on peut reviser le haut. Sinon, il y a fort à parier qu'on va revenir tester le bas. Et après, c'est pas terrible. Alors après, voilà, c'est le coup de jouer un petit peu le pétrole, c'est-à-dire de se dire s'il y a vraiment eu une capitulation cette semaine sur le pétrole et qu'il y a un rebond qui peut se mettre en place, bon, ça peut nourrir un rebond, on peut se mettre sur la partie haute de la figure et tenter le breakout. Mais il faudra aussi que les indices aident. Bon, donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on se focalise sur le graphique, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc c'est une anticipation que j'ai faite, et on attend, avant de surpondérer la valeur ou de sortir. Sur chargeur, voilà, donc vous avez la correction de la poussée qui se met en place. Derrière, on revient sur une zone de support, 14,40 € en l'occurrence. Et derrière, on fait une remontada. Et la remontada, bon, elle est revenue là dans cette première zone de résistance. C'est impossible de savoir si ça va continuer ou si ça va s'arrêter. C'est ça qui est compliqué, on n'en sait absolument rien. Donc vous êtes obligé de mettre en place des plans. Et là, voilà, on peut mettre en place des plans, par exemple. On voit que le niveau qui a été atteint aujourd'hui des 16,70 € a joué un rôle de support. Donc voilà, donc éventuellement ça peut zigzaguer, tac, ça casse par le haut, on repart pour un tour, ça casse par le bas, on consolide et on est un peu plus prudent sur la suite. Claranova également, ça a fini par partir, on en avait parlé la semaine dernière, il y a eu des gros volumes mardi notamment avec une annonce, et du coup on a réalisé le break et on est allé chercher, pas n'importe où, hein, c'est-à-dire que si je prolonge cette oblique ici, c'était l'ancienne oblique support de long terme, qui devient résistance. Donc derrière, il va falloir voir comment ça va congestionner, comment ça va construire, et ça peut, là c'est un premier niveau de résistance. Nos amis les bancaires. Donc l'idée, évidemment, c'est de se dire, si les bancaires ne rebondissent pas, c'est toujours la même idée d'ailleurs, si les bancaires ne cassent pas ici par le haut, le CAC 40, il ne faut pas trop croire à une embellie. Si ça casse par le bas, évidemment, ça commencera à devenir plus compliqué.
Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus paniquer, il faudra attendre de voir. Puisqu'il y a deux niveaux qui sont intéressants sur Crédit Agricole, je ne vais pas toutes les faire. Le Crédit Agricole, donc les 6 euros, et derrière ce niveau ici des 6,30 €. Si vous cassez ça par le bas, en effet, ça ne sera pas terrible pour nous. Par contre, pour l'instant, on est en fin de congestion. Donc ça va se décider. Le verdict, c'est pour cette semaine, hein. Ça va venir. Mais voilà. Donc on se demande pourquoi, quel serait le catalyseur d'une cassure par le haut, mais on n'anticipe pas. Quelque part, il ne faut pas l'omettre. Et par contre, voilà, on fait attention si jamais ça casse par le bas. Au niveau de DBV Technologies, on a eu la bonne congestion ici et cette semaine, on a eu la première cassure. Donc on reste positif sur celle-ci pour éventuellement un deuxième effet qui se coule. Au niveau des ramés, très peu de volume, hein. Il y a un désintérêt quasiment total sur la valeur, alors qu'elle congestionne plutôt pas mal. Maintenant, voilà, il manque le signal également. Et un premier signal, ça serait la cassure voilà, des 29,80 €, 30 €, et puis derrière de cette oblique ici. Cassure par le bas, évidemment, scénario caduc. Au niveau de Erytech Pharma, on en avait parlé déjà la semaine dernière, donc de cette congestion, et elle a fini par partir. On a eu un prémisse, c'était mercredi, et finalement c'est parti aujourd'hui. Alors là, voilà, on est tout de suite en train de réintégrer cette zone-là de résistance. Moi, je serais gourmand là-dessus, voilà, quitte à revenir à zéro éventuellement, hein, mais je jouerais les 6,80 €, 6,90 €, là, cette zone haute éventuellement. Euronav, donc du coup, le pétrole a fait une capitulation, donc on a Euronav qui baisse un petit peu, mais pour moi, voilà, le sentiment là aussi, c'est important de connaître un petit peu votre horizon de placement, parce qu'à court terme, on peut se dire, oui, on joue en rebond sur le pétrole, et donc du coup, on vend un petit peu à court terme Euronav, mais à moyen terme, la problématique du stockage est toujours la même. C'est clair et net que Arabie Saoudite et Poutine ne vont pas lâcher, même si ça on peut faire un petit peu de diplomatie, etc. Ils vont pas lâcher le beefsteak maintenant. Et donc du coup, on va continuer d'avoir une grosse pression. La reprise économique, déconfinement, tout ce que vous voulez, oui, ça va se faire, mais ça va se faire petit à petit également. Donc la demande va remonter, la demande de pétrole va remonter, mais elle ne va pas remonter au niveau à laquelle elle était sur ce début d'année, avant certainement la fin de l'année. Et encore, ça c'est si tout se passe bien, qu'on n'a pas une seconde vague, etc. Donc voilà, l'idée c'est quand même de se dire que Euronav, à moyen terme, le côté fondamental reste valide. À court terme, c'est juste une consolidation dans une tendance haussière de long terme. Voilà. Europcar, pas grand chose de plus à se dire, hein, on est en train de construire. Donc on est plutôt sur le bas, ça casse par le bas, c'est pas terrible. Sinon, on construit dans cette zone-là et on patiente. Eutelsat également, on est sous résistance, on est en train de valider un support. On peut le tracer un petit peu autrement ce support. Ici, probablement également en mode dernier rempart. Alors j'aurais pu plutôt vers les 9,70. Ça casse par le bas. On remettra plus tard là aussi. Et sinon, la cassure par le haut à 10,40 € pour le signal. Exmar, ça c'est un petit peu comme Euronav, mais sur le transport de gaz. Donc là, on avait une bonne congestion. Hop, on est parti. On a atteint le premier signal. On verra s'il y a pullback et si on peut casser ici et tenter un rebond un petit peu plus fort vers les 4,70 €, 80. Flow Traders, il faut bien souffler. Après une montée en hausse exponentielle, on souffle un petit peu à plat. Genoway, donc là aussi on retourne un petit peu dans la spéculation. Cette semaine on a tenu la zone de support, regardez, bam, elle est là, 2,50 € et des brouettes. Et là je voulais vous en parler ce soir, et puis elle est partie dans la dernière heure, hein. Donc tam, on avait là une petite congestion comme ça, boum, cassure. Donc après évidemment on l'a vu, c'est impossible actuellement de se dire jusqu'où la spéculation peut aller. Ça peut être la folie, comme ça peut mourir de sa belle mort. En tout cas ce qui est sûr, c'est que les 2,70 € là, son support, tant qu'on va être au-dessus, on joue la spécu et le deuxième effet qui se coule éventuellement. Alors j'ai plusieurs niveaux à vous proposer, les 3,50 € éventuellement, puis les 4,10 € à 4,20 €. Et après il faut voir. Mais voilà un petit peu, on voit, c'est la spécu actuellement qui prime. GTT, congestion, ça casse par le haut, on peut retrouver les 80 €, ça casse par le bas, on consolidera, on construira. Guillemot, on a soufflé, consolidé également, on est revenu dans une zone là, des 2 €. On voit que c'est une zone qui avait été plutôt pas mal travaillée. Sinon, j'ai les 1,80 €. Bon, je pars du principe que voilà, maintenant c'est la construction, c'est ça réellement qui va nous intéresser.
à voir. Imeris, c'est pareil, c'est de la congestion qui est en train de se faire, ça peut casser par le bas et chercher à nouveau le support. C'est vraiment en mode attente. Qui a dit ça aussi, c'est de la spécu. Juste pour vous dire que voilà, il y avait eu une grosse spécu avec des bons volumes ici et que maintenant, vous voyez, on est en train de revenir sur l'ancienne oblique résistance qui est support. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je la vois éventuellement. Donc, si on veut jouer le second effet qui se coule, éventuellement sur débordement des 1,85 €. Corian est en train un petit peu de se réveiller, elle a mis le temps. Et vaut mieux tard que jamais. Et donc voilà, on a un bon support oblique, ça recasse par le bas, scénario caduc, mais là on est en train de tenter la poussée et donc éventuellement je jouerais bien, à titre personnel, un retour sur les 30 €, 29,70, 30 €. LVMH en voie de dégradation. Donc là, on était en train de bien neutraliser la tendance, comme je vous ai expliqué, donc pousser, neutralisation. Éventuellement, je pense qu'on peut voir un petit truc comme ça. Voilà, donc neutralisation, on est toujours dans cette neutralisation, et là on attaque la dégradation, un petit peu comme le CAC 40. Donc méfiance, si on n'arrive pas à remonter au-dessus des 350 €, la dégradation va se poursuivre et surtout se confirmer sur des cassures des 337 €, un petit peu comme le CAC. Hein. C'est normal, LVMH est une grosse pondération du CAC. Et du coup, ce gap-là, à mon avis, il sera refermé. Tiens, ce gap-là, peu ou prou, hein, c'est la zone des 4270, 4220 points également qui sera vide. Bien entendu, il y a d'autres valeurs, hein, donc il y a d'autres valeurs qui peuvent résister, mais globalement, c'est ce qu'on va observer, notamment sur LVMH, c'est plutôt donc cette zone de construction. L'isogène, bon ça c'était, on en avait parlé déjà ces précédentes semaines, on a vu la première poussée ici, le pullback là, et cette semaine donc dès lundi on a eu la deuxième poussée, mardi le plus haut, et donc maintenant vous voyez, ça c'est ce qu'il faut faire attention, il faut faire attention quand on est débutant, c'est derrière la volatilité qui se suit après des poussées comme ça. Et ça fait partie du jeu. Ça ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de fond, hein, mais à court terme, évidemment, c'est le secouage de cocotier et ça peut vous faire drôle. Donc là, l'idée, voilà, c'est que pour moi, secouage de cocotier, tant qu'il va rester dans ces proportions-là, 3,60 €, même les 3,40 € éventuellement, mais tant qu'on va jouer dans cette zone-là, on ne remet absolument pas en cause le mouvement qu'on a mis en place. Et donc, après une construction qu'on cassera éventuellement par le haut, on peut faire une relance derrière. Mais voilà, il faut accepter sur des titres comme ça, très volatiles, que ça bouge hein, énormément, bien entendu. Micropole, ça c'est un beaucoup plus petit titre. On a eu une première cassure suite au résultat avec des bons volumes. Le pullback aujourd'hui, et bref, comme Metabolic Explorer et compagnie, on a des valeurs là qui peuvent tenter une deuxième poussée, qui ont des fondamentaux qui restent plutôt bons. Nicox, pas grand chose à dire de plus, il faut la laisser construire aussi. Elle aussi, elle est rentrée, donc la poussée et la phase de neutralisation. Construction, tac, qui nous permet de mettre la résistance. Et le support, bon, je le verrai bien par ici, le support. Nokia, c'est pareil, il faut souffler, il faut la laisser faire. Je pense qu'il y a un support intéressant sur les 3 € éventuellement. Orange, voilà, elle consolide également. Faut rester prudent, il faut la laisser construire. Ça casse par le haut, tant mieux. Ça casse par le bas, tant pis. Facile. Peugeot, ça n'a trop rien fait Peugeot. On a cru au rebond hier, comme sur pas mal de valeurs, mais non. On a buté sur résistance. Donc là, on est en train de construire également dans cette figure. Ça casse par le haut. On aura certainement encore une jambe haussière qui est capable d'aller chercher les 13,80 €. C'est pour ça, si ça casse par le haut, on voit on a beaucoup de valeurs qui ont encore un petit peu de potentiel et qui donc peuvent tirer un petit peu le CAC pour aller sur les 4006, 4620. Et ça suffira pour dégoûter les vendeurs à découvert, même si bien entendu, pour la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas. Mais les vrais, ils savent comment le contourner. Et à contrario, ça casse par le bas. Et là, à nouveau, également, on dégrade la situation. Farnext, on est en train de construire également. Je verrai plutôt cette oblique ici, là, donc dans cette zone des 3,96 €, 4 € pour... Et donc l'idée là, sur Farnext, hein, c'est de jouer la spéculation avec la cassure de cette oblique là. Donc aux alentours, dépassement des 5 €. Sinon, c'est en train de congestionner, c'est en train de construire. Tant que ça ne casse pas les 3,90 €. Ça casse les 3,90 €, 3,70 € vraiment en dernier rempart, et sinon bah, on remettra plus tard en fait tout simplement cette spécu. J'ai 2-3 titres qui ne sont pas dans la liste là. Attendez bien la fin de la vidéo, même si c'est pas dans la liste, j'ai 2-3 titres à vous proposer en plus parce que j'avais plus la place. Poxel, bon c'est parti également, on en avait parlé la semaine dernière, on avait une bonne congestion ici, paf, on l'a percé cette semaine, et donc on est allé chercher plus loin que mon objectif. Je m'étais mis un objectif à 8 €.
on allait chercher jusqu'aux 8,40 €. Donc voilà, maintenant on va souffler un petit peu, ça sera intéressant de tenir les 7 € pour la future construction. Au niveau de Prodways, bon, ça fait partie des valeurs qui ont pas mal spéculé avec le coronavirus et qui donc du coup peuvent éventuellement, là on le voit, sur des bordements de ces 2,25 €, tenter le deuxième effet. Quantum Genomics, dans la même idée, c'est de la congestion qui est en train de se mettre en place là. Donc une bonne congestion, ça casse par le bas, scénario caduc, mais là, plutôt en train de se dire pourquoi pas la cassure par le haut. Et si on casse par le haut, bah, je viserais bien jusqu'au gap ici, donc dans cette zone des 3,70 € en mode spécu, on est vraiment spéculatif. Ruby, beaucoup moins spécu. Je trouve que le titre là, c'est bien, a mis une bonne figure de fin d'hémorragie. C'est en train de la casser par le haut, est en train de tenir une zone de soutien là aux alentours des 39 €, 39,20 €. Tant qu'on va la tenir, on peut éventuellement jouer une deuxième jambe qui nous amènera vers les 43 €. C'est du stockage aussi, même si c'est les cuves et que c'est déjà plein. Sanofi également, bah c'est parti, bon, tout le bien qu'on en dit déjà est plébiscité. Donc on continue d'être très positif sur Sanofi. Et puis surtout, bah, vous avez énormément de gérants aussi qui sont agglutinés dessus, donc ça aide forcément. Score, on a eu un rebond également. Donc pourquoi pas la poursuite du mouvement la semaine prochaine si le marché ne se casse pas la figure également. Mais voilà, on a un bon mouvement ici, au-dessus des 22,30 €, on peut rester positif. SES, il y a eu un reflux, comme je vous en avais parlé la semaine dernière. On est revenu sur support. Et là, maintenant, on est en train de retenter donc, la congestion construction. Il faudra voir si on arrive à sortir par le haut. Showroom privé, ça a été l'action de la semaine également, quasiment 100% depuis que... Alors, j'en avais pas peut-être parlé ici, j'en avais parlé plus dans l'académie. Mais voilà, il y avait une bonne congestion qui s'était mise en place ici, avec une belle oblique, on la casse, on fait le pullback. Et là, derrière, on est allé très très rapidement avec des bons volumes. Chercher, pas n'importe où. En fait, on était précédemment dans un biseau descendant, avec une belle oblique descendante qui date. Mais surtout cette oblique-là, à laquelle j'avais attaché plus d'importance à titre personnel. Et donc du coup, on est revenu en buté là. Ça ne veut pas dire que la hausse va s'arrêter là, on ne sait jamais. La hausse peut continuer jusqu'au 1 €, 1,10 € éventuellement. Mais éventuellement, ça peut buter, ça peut construire, congestionner et casser plus tard. Donc ça sera à observer. De toute façon, vous avez beaucoup de valeurs là qui ont fait des bonnes remontadas, qui potentiellement vont devoir souffler. Mais si les marchés ne se cassent pas la figure et qu'on ne rentre pas dans une panique, ce qui est toujours une possibilité, les constructions là, qui vont se mettre en place vont être très intéressantes. Donc il y a peut-être une phase d'observation et une phase où il ne va pas y avoir grand-chose à faire, mais les constructions vont être très intéressantes à observer pour plus tard. Technip, toujours là aussi dans une congestion. Pour l'instant, on continue de naviguer à l'intérieur. Il faudra voir si on a la capacité de redépasser les 8 €. Ou à contrario, si on casse les 6,50 €, c'est un petit peu moins bien. Au niveau de TF1, là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est de se dire, voilà, on a potentiellement atteint un point bas ici sur les 4,20 € et on a un début de rebond technique à ce stade-là. Donc c'est à observer, mais voilà, c'est pas pour tous les profils, c'est plus en mode rebond pour le moment, en attendant que ça construise. Teradiag, voilà, que vous dire. On en avait parlé, je me souviens pour jouer le deuxième effet qui se coule ici, et derrière il y a la construction qui s'est mise en place là toute cette semaine, on a bien tenu les supports, et derrière il y a eu une news. Et puis alors là, derrière, à partir du moment où on casse ça, là on a cassé les plus hauts, je veux dire la spéculation, vous regardez les volumes, la spéculation a fait le reste. Et là c'est exceptionnel, c'est superbe, c'est parfait. Voilà, une figure qui s'est vraiment très très bien construite. Et voilà, il ne faut pas sous-estimer la puissance des cassures de figure parce que tout y est. On casse cette figure-là dans un élément où vous avez énormément de suiveurs, énormément de liquidités, un marché qui est stable, donc voilà, où ça pousse les gens également quand les marchés sont assez neutres à aller chercher de la spéculation. Il y avait suffisamment de volume également pour de plus grosses mains rentrent. Donc voilà, il y a eu énormément de mouvements. Bien entendu, ça peut continuer. Il y aura une consolidation à un moment donné ou à un autre qui sera au prorata. Pour celles et ceux qui veulent jouer, on peut toujours laisser un ordre à 2,50 € éventuellement pour tenter d'essayer de jouer une épuisette comme ça et tenter la relance parce que là, la spéculation peut continuer. Ça, on ne va pas jouer aux devinettes. Total, ça sera très intéressant de suivre Total également. Hop, on voit qu'on en est là sur Total. Donc construction, ça casse par le bas sur Total, il y aura fort à parier qu'on reviendra travailler cette zone ici.
Mais tant que ça tient sur Total, on voit que c'est aussi une neutralisation et ça soutient les marchés également à être neutre. Et surtout, on bute sur cette résistance oblique. Donc du coup, l'idée, c'est que vous voyez, toutes les figures qu'on est en train de construire, maintenant, tout le monde les voit. Donc, c'est-à-dire que leur cassure va d'autant plus rameuter. Donc, que l'on casse par le haut ou que l'on casse par le bas, il faudra s'attendre à une sortie de neutralisation avec justement des mouvements à ce moment-là qui seront à nouveau en tendance et donc importants. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer là. Donc, pour l'instant, on est toujours dans la figure. On bute sur la résistance pour le moment. On a sauvé les supports, donc on est dans cette zone-là. Et à partir du moment où on cassera, on aura le signal et bien entendu, ça supportera ou pas le marché suivant le sens dans lequel la cassure se fait. Au niveau d'Ubisoft, ça consolide un petit peu. Rien de bien méchant à ce stade, mais on voit que voilà, tant qu'on n'arrivera pas à redépasser les 71 euros, on ne va pas réussir à décantonner un petit peu la situation. Là, on est sur un bon niveau de soutien sur cette zone des 64-65 euros. Si on casse par le bas, il restera éventuellement cette zone-là des 61-60. Il ne faudra pas trop passer en dessous quand même, ça deviendra un petit peu plus compliqué. Même si, bon, on peut après mettre en place, vous voyez, ce scénario en triangle symétrique et là, l'oblique va remonter assez rapidement au niveau des 57. Unibail, pareil, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent là-dessus, il faut laisser construire. Il y a une première zone support là sur cette zone des 50 euros. Donc derrière, on peut éventuellement construire une petite oblique comme ça. Si ce n'est pas suffisant, il y aura cette oblique-là qui devra tenir. Et derrière, bon, le vrai signal, bien entendu, ça c'est l'anticipation. Le vrai signal, c'est la cassure déjà pour commencer de cette oblique-là. Et puis pour confirmer, une remontée vers ces 66 euros là, ça sera une cassure de ces 57. Au niveau de Valeo, ça a pas mal bougé aujourd'hui. Donc on avait une belle oblique ici, support, qui a bien tenu. Et on a fini là par breaker. Et puis on ne l'a pas fait à moitié et on arrive déjà par contre sur résistance. Donc il faudra voir comment ça construit, mais on voit Valeo pour l'instant est plutôt bien orienté, même si ça reste du rebond. Verimatrix est revenu également sur une zone de support, 1,55€, 1,54€, il faudra tenir pour éventuellement se relancer. Wavestone, pareil, c'est en mode rebond un petit peu comme les autres valeurs que je vous ai montrées. Il faudra breaker, pour l'instant ce n'est pas le cas. Au niveau de Wirecard, exceptionnel, hein, donc bravo à la personne qui me l'avait recommandé notamment. Donc on est venu du bas et on est venu chercher le haut. Donc superbe, quasiment, ça fait quasiment 100%, un peu moins. Un peu moins. Donc là on ouvre un gap, on sent voilà, que maintenant il y a des prises de profit un petit peu qui se mettent en place. J'observe cette zone-là des 120 à 117 euros comme étant la première zone de soutien. Au niveau de Worldline, c'est pareil, on fait une mèche haute, donc là aussi le marché est en train de nous dire, bon ben, on a fait une belle remontada, maintenant je souffle un petit peu, mais pareil, hein, 58, 59 euros qui seront des bons supports. Et maintenant les actions éventuelles, alors c'est plus spéculatif. EOS Imaging, on a eu pas mal de volumes qui se sont mis en place aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une OPA à 2,80 € ou un échange d'actions. On voit que cette OPA elle avait eu lieu ici, on voit que le marché avait quasiment pressé le prix de l'OPA et puis derrière, patatras. Qu'est-ce que se dit le marché éventuellement? Le marché il se dit qu'avec la crise du coronavirus, etc., éventuellement ça ne va pas se faire. Là, le marché a l'air de spéculer parce que normalement c'est à la fin du mois d'avril que le dossier doit être déposé à l'AMF et qu'on va savoir. Si donc le prix est maintenu, si potentiellement c'est un prix cash qui est proposé et pas seulement les échanges d'actions, parce que si on fait de l'échange d'actions, l'action elle est à peu près au prix actuel, aux alentours des 2 €. Donc finalement, le prix d'EOS c'est plus ou moins aligné au prix de l'échange, comme si finalement le marché ne croyait plus qu'à l'échange, puisqu'à cause du coronavirus, peut-être que c'est ce que va proposer finalement le repreneur, hein, et pas une partie et pas la partie en cash. Donc on verra, c'est de la pure spéculation, ça doit se décider certainement là dans les tout prochains jours, et c'est l'idée éventuellement de jouer la spéculation ou pas. Si c'est de l'échange, on devrait rester dans ce niveau de prix là. S'il y a une proposition en cash qui est maintenue à 2,80 €, ben vous avez potentiellement un gain. Donc il y a un ratio gain-risque qui peut être intéressant éventuellement pour vous. Je l'avais proposé plus tôt également à l'académie. Vogo, alors ça attention, c'est un effet coronavirus également, donc c'est très spéculatif, il y a des bons volumes, et c'est très illiquide comme titre, hein, c'est-à-dire il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre. Par contre, graphiquement parlant,
c'est moins de risques, c'est propre. Et éventuellement, on voit si on arrive là à déborder cette oblique. Dieu seul sait qu'est-ce que la spéculation peut faire à ce genre de titre. Je verrai deux niveaux de résistance, donc cette résistance oblique en premier lieu et derrière cette résistance des 12 euros. Et après, certainement, cette zone des 13 euros, 30 à 14 euros. On n'est pas à l'abri d'une news qui vient dynamiser tout ça. Voilà, mais attention, valeur très illiquide, hein, il n'y a quasiment personne dans le carnet d'ordre, donc c'est pas pour tous les portefeuilles, carrément. C'est pas pour toutes les tailles de position. Volantis, pareil en retrait, c'est un petit peu une des rares fonds de tiroir quelque part qui n'est pas montée également, qui est dans un biseau descendant. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, si on perce le biseau descendant, éventuellement, on peut faire une poussée jusqu'au 1,88 €. Alors, il y a les 1,70 € avant. Mais après, ça dépend. Est-ce qu'il va y avoir news ou pas? Voilà, c'est toujours pareil. Mais dans l'idée, c'est le genre de figure qui nous intéresse, sur lequel on peut anticiper. Et comme on est actuellement dans un environnement très spéculatif, surtout sur des biotech, etc. Alors là, c'est le lien, je ne le vois pas trop, mais on ne sait jamais. Hein, ils peuvent toujours trouver des liens, on en a vu d'autres. Mais l'idée, voilà, c'est qu'éventuellement, si on a un débordement des 1,35, 1,38, là, il peut y avoir une spécule qui se met en place. Mais on parle bien de spécule. Spéculation, taille de position à adapter, etc. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo également pour aider le plus grand nombre d'autres investisseurs. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur grafceaubourse.fr. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne loupez rien. Et je vous retrouve dans les commentaires également. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans l'autre vidéo, j'ai pris du retard un petit peu. Je vous répondrai à vos commentaires également. Sur l'autre vidéo, la vignette doit s'afficher quelque part ici. Justement, une des premières vidéos où je pense que c'est important de casser quelques idées reçues. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit dans cette vidéo, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas vous faire une vidéo d'1 heure. Je vais vous le découper en plusieurs morceaux. Je vous ferai un autre morceau la semaine prochaine certainement. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à lundi sur grafceaubourse.fr. Salut!